L'épice. Il n'y a pas de ressource plus importante ni plus rare dans l'univers. Qui contrôle l'épice contrôle l'univers. Seulement, on ne trouve l'épice, ou le mélange, sur une seule planète, nommée Arrakis. Cette planète est un désert infini, aussi appelé Dune. Ami Leonardo, bonjour. Dune Imperium est un jeu mélangeant des mécaniques de pose ouvrier et de deck building. On y trouvera également beaucoup d'affrontements. Il se joue de 1 à 4 joueurs pour des parties de 60 à 120 minutes, voire un peu plus. Il est écrit par l'auteur de Clank, Paul Denel, et distribué en France par Lucky Duck Games. D'abord, vous allez commencer par installer le plateau sur la table. Vous allez y coucher le manta sur son emplacement, puis placer les 4 jetons alliance sur les zones des pistes d'influence marquées du symbole de leur faction: Empereur, Guilde Spatiale, Bene Gesserit et Fremen. On va ensuite créer le deck conflit. On mélange les 4 cartes conflit 3 et on les place toutes face cachée sur cet emplacement. On va mélanger les 10 cartes conflit 2 et en placer 5 au hasard face cachée au-dessus des cartes conflit 3. Puis on mélange les 4 cartes conflit 1 et on va en placer une face cachée au-dessus des cartes conflit 2. Du coup, vous avez désormais un deck de 10 cartes conflit sur le plateau. Les autres seront remises dans la boîte sans les consulter. On va maintenant passer au deck intrigue. On le mélange et on le positionne à côté du plateau. Maintenant, mélangez le deck Imperium et révélez 5 cartes que vous posez à côté. C'est la rangée Imperium. Autrement dit, c'est un marché en rivière de cartes. Et placez les cartes réserves en 3 piles à côté de la rangée Imperium. Une pile contact d'Arrakis, une pile l'épice doit couler et une pile l'espace plissé. Maintenant, chaque joueur va choisir un dirigeant. Les dirigeants sont asymétriques et sont triés par ordre de complexité. On vous conseille pour la première partie de prendre un dirigeant avec une seule étoile. Chaque joueur va prendre un deck de départ constitué de 10 cartes. Il le mélange et le place face cachée dans sa réserve à gauche de son dirigeant. Les joueurs vont prendre chacun un dos de la réserve. On va ensuite créer la réserve. Pour cela, disposer tous les jetons Solari, Épice et Eau à disposition de tous les joueurs à côté du plateau. Attention, c'est des ressources limitées. Si à un moment vous manquez d'une ressource, vous pourrez prendre n'importe laquelle à la place de votre choix. Et pour terminer, chaque joueur va choisir une couleur et prendre le matériel correspondant. Placez ces 2 agents sur votre dirigeant. Le 3e agent est disposé à côté du plateau et est représenté par le maître d'armes. Placez votre marqueur combat sur cette face, sur le 0 de la piste de combat. Vous placez l'un de vos 2 disques sur la piste de score. Dans une partie à 4 joueurs, vous commencez à 1, sinon placez-le sur 0. Placez un cube sur la carte la plus basse de chaque piste d'influence. Les 12 autres cubes restants représentent vos troupes. Vous allez en prendre 3 de la réserve et les poser sur votre garnison. Les garnisons sont représentées par les cercles sur Arrakis. Placez le reste de votre matériel à disposition et à vue de tous les autres joueurs. Et enfin, choisissez le premier joueur au hasard et confiez-lui le marqueur premier joueur. Déjà, comme beaucoup de jeux, l'objectif est de marquer plus de points de victoire que les autres joueurs. Il y a 2 conditions de fin de partie dans Dune Imperium. Première condition, un des joueurs marque 10 points de victoire. Deuxième condition, la pile de cartes conflit est vide. Les 2 conditions seront checkées à la fin des 5 phases d'un tour de jeu. Voyons maintenant les 5 phases d'un tour de jeu. Première phase, début de la manche. Deuxième phase, tour des joueurs. Troisième phase, combat. Quatrième phase, faiseur. Cinquième phase, rappel. C'est pendant le rappel qu'on checkera les conditions de victoire. Si une des 2 conditions de victoire est respectée, alors fin de la partie. S'il y a une égalité, la victoire revient dans l'ordre à celui qui a plus d'épices, s'il y a encore une égalité à celui qui a plus de solari, puis plus d'eau, puis celui de plus de troupes en garnison. Les égalités vont se faire plutôt rares. Voyons maintenant comment se déroulent ces 5 phases de jeu. Première phase, début de la manche. Chaque joueur va piocher 5 cartes et on va révéler la carte conflit. Deuxième phase, tour des joueurs. Le tour des joueurs est composé en 2 parties. Première partie, tour des agents. Seconde partie, tour de révélation. Afin de vous expliquer le tour des joueurs, je vais d'abord vous expliquer comment est composée une carte. En haut à gauche, vous avez son nom, en haut à droite, sa valeur d'achat. Bien sûr, les cartes de départ n'ont pas de valeur d'achat. Ensuite, vous avez l'icône agent, qui est très important pour le déploiement d'un agent. On revoit ça juste après. Ensuite, vous avez 2 lignes. Première ligne, l'effet qui s'appliquera lors du déploiement d'un agent. Deuxième ligne, l'effet qui s'appliquera lors de la révélation.
Donc je vous ai dit qu'il y avait deux phases pendant le tour des joueurs. Première phase, le tour des agents. Donc chaque joueur va pouvoir jouer un meeple sur un emplacement à son tour. Pour cela, il devra respecter certaines contraintes. 1. Le lieu où il souhaite jouer doit être vide, c'est-à-dire qu'il ne doit pas être occupé par un autre agent. Deuxièmement, le joueur, quel que soit le lieu, devra respecter le prérequis suivant. Il devra, pour chaque agent qu'il déploie, utiliser une carte pour un icône agent associé à l'endroit où il le déploie. Par exemple, si je veux aller sur Carthage, je devrais jouer une carte de ma main qui contient le symbole cercle bleu. Et troisièmement, il doit dépenser le coût du lieu s'il y en a un. Une fois qu'un joueur aura déployé un agent, il pourra appliquer les effets du lieu et de sa carte dans l'ordre qu'il le souhaite. Bien sûr, sur la carte, vous n'appliquerez que les effets de la ligne supérieure, qui correspondent donc aux effets du déploiement des agents. L'effet inférieur correspond à la phase de révélation et ne sera donc plus activé pour cette carte pendant ce tour. Donc pour voir comment va fonctionner le déploiement des agents, on va rapidement ensemble voir l'ensemble des emplacements du plateau. Premier emplacement, on va étudier le conseil de Landstrad. Le conseil du Landstrad sera essentiellement une zone où vous allez dépenser vos Solari. Premier emplacement du conseil du Landstrad, le Haut Conseil. Vous pouvez y aller une seule fois par partie. Pour 5 Solari, vous allez pouvoir récupérer 2 d'influence permanente. Deuxième emplacement, le Manta. Contre 2 Solari, vous allez piocher une carte et récupérer un troisième meeple pour ce tour-ci. Quatrième emplacement, rallier des troupes. Comment fonctionne le ralliement des troupes? Le ralliement des troupes, c'est que vous allez récupérer le nombre de cubes indiqués de votre réserve et les placer dans votre garnison. Donc, rallier des troupes va vous permettre de recruter 4 troupes pour 4 de Solari. Ensuite, vous avez le hall de l'oratoire. Le hall de l'oratoire va vous permettre de gagner un influence temporaire pour ce tour et de recruter une troupe. Et enfin, le maître d'armes. Pour 8 Solari, vous avez embauché votre maître d'armes et donc récupéré votre troisième meeple jusqu'à la fin de la partie. Et ensuite, nous avons le chaume. Vous avez un premier endroit au chaume qui vous permet de vendre votre épice. C'est-à-dire que pour 2, 3, 4 ou 5 d'épices, vous allez pouvoir récupérer 6, 8, 10 ou 12 Solari. Et ensuite, vous allez obtenir un contrat, vous posez, vous gagnez 3 Solari. Bien. Donc ensuite, voyons les lieux sur Arrakis. Premier lieu, Arrakeen. Vous posez une carte qui a le symbole agent cercle bleu et vous pouvez recruter une troupe et piocher une carte. Vous avez également un symbole avec 2 épées qui correspond au déploiement des troupes. Comment fonctionne le déploiement des troupes? C'est simple, vous allez prendre des troupes de votre garnison et les déployer dans la zone de conflit. Par contre, vous n'allez pouvoir déployer qu'un certain nombre de troupes. Ce nombre correspond au nombre de troupes que vous avez recrutées à ce tour-ci, plus 2. Pour chaque cube que vous aurez déployé dans la garnison, votre marqueur avancera de 2 sur la piste de combat. Maintenant, imaginons que j'ai joué directement à Arrakeen. J'aurais pu déployer un maximum de 3 troupes, car j'aurais recruté une seule troupe, donc ça m'aurait fait une troupe plus 2. Pour ça, il faut quand même que j'ai du stock en garnison. Voyons ensuite Carthage. Donc, on retrouve notre petit symbole bleu, nos 2 épées, notre recrutement et une carte intrigue. Donc, vous allez pouvoir à Carthage recruter une troupe, en déployer jusqu'à 3 et piocher une carte intrigue. Passons maintenant à la station de recherche. À la station de recherche, vous avez le coût en haut à gauche de la case, donc vous allez devoir dépenser 2 dos. Par contre, cela va vous permettre de piocher 3 cartes. Vous avez toujours l'icône de déploiement. Ensuite, le Siege Tabre. Le Siege Tabre, lui, vous demande déjà d'avoir 2 d'influence chez les Fremen. Par contre, il vous permettra de recruter une troupe et de gagner un dos. Maintenant, passons aux 3 zones qui vous permettent de gagner de l'épice. Première zone, le bassin impérial qui vous permet de gagner 1 d'épice. Deuxième zone, le bassin d'Aga qui vous permet contre un dos de gagner 2 d'épices. Et troisièmement, la grande étendue qui pour 2 dos vous permet de gagner 3 d'épices. Vous avez un petit symbole faiseur juste à droite et on verra cela pendant la phase des faiseurs. Dernière chose que je ne vous ai pas expliqué, c'est que sur Carthage, Arrakeen et le bassin impérial, vous voyez une sorte de drapeau en dessous de chacun des lieux. Certaines cartes conflits vont mettre en jeu le contrôle de ces zones-là. Si vous gagnez le contrôle d'une de ces zones, à chaque fois qu'un joueur ou vous-même ira jouer sur ce lieu-là, vous gagnerez la ressource associée. Donc pour Carthage et Arrakeen, 1 de Solari, pour le bassin impérial, 1 d'épices. Et si une carte conflit remet en jeu un lieu que vous contrôlez déjà, vous allez automatiquement pouvoir déployer une troupe depuis votre réserve dans la zone de conflit. Voyons maintenant la piste d'influence. Chaque faction fonctionnera de la même manière. À chaque fois que vous déploierez un de vos agents sur un des 2 lieux d'une faction, vous avancerez de 1 votre jeton d'influence. Si votre jeton d'influence arrive au niveau 2, vous gagnerez un point de victoire. S'il arrive au niveau 4, vous gagnez une ressource associée
à cette faction. Et si vous êtes le premier à y arriver, vous gagnez directement un point de victoire supplémentaire avec le jeton Alliance. Attention, si un joueur vous surpasse sur cette piste d'influence, il vous pique le jeton Alliance, vous perdez un point de victoire et lui il le gagne. Voyons maintenant chacune des zones des 4 factions. Première faction, l'Empereur. Donc pour jouer sur un des 2 lieux, il vous faudra bien sûr l'icône agent Empereur. Si vous jouez sur Richesse, vous gagnez 2 de Solari et vous augmentez de 1 sur la piste d'influence. Si vous jouez sur Conspirer, cela vous coûte 4 d'épices en plus de l'icône agent et vous gagnez 5 Solari. Vous pouvez recruter 2 troupes et vous piochez une carte intrigue. Et si votre niveau d'influence arrive à 4, alors vous recruterez 2 troupes. Maintenant, la guilde spatiale. Si vous jouez sur Espace plissé, vous récupérez simplement une carte Espace plissé que vous mettez dans votre défausse. Si vous jouez sur Long courrier, vous allez pour 6 d'épices pouvoir recruter 5 troupes, récupérer 2 dos et jouer une action de déploiement. Lorsque vous arrivez à 4 d'influence, vous récupérez 3 Solari. Passons au Bene Gesserit. Le Bene Gesserit, pour sa première case secret, vous permet de piocher une carte intrigue. Ce second icône vous dit que si un joueur a au moins 4 cartes intrigue dans sa main, vous pouvez en piocher une au hasard. La seconde carte, la sélection génétique, vous permet pour 2 d'épices de détruire une carte de votre main, de votre zone de jeu ou de votre défausse pour en piocher 2 nouvelles. Et détruire, c'est pas défausser, elle sort du jeu complètement. Cela vous permet d'épurer votre deck. Et la récompense de 4e point d'influence est une carte intrigue. Et enfin, les Fremen, donc premier lieu, les distilles, il vous permet de gagner un dos. Second lieu, les guerriers endurcis, pour un dos, vous allez pouvoir recruter 2 guerriers. Vous voyez que les 2 lieux de Fremen vous permettent de déployer des troupes. Ah oui, petit oubli, lorsque vous gagnez des points de victoire sur la piste d'influence, ceux-ci ne sont pas définitifs. C'est-à-dire que si vous redescendez en dessous, vous perdez ce point de victoire et vous pouvez le regagner en repassant dessus. Bon, très bien, on a vu les différents lieux du plateau. La zone d'influence, le conseil du Landstrad, le Chaume et Arrakis. Je vous ai un peu expliqué tous les icônes. Par contre, je ne vous ai pas expliqué les cartes intrigues. Vous allez pouvoir piocher des cartes intrigues. Vous allez me dire, oui, mais c'est quoi ces cartes intrigues? Les cartes intrigues, il existe 3 sortes. Premièrement, les cartes intrigues complot, que vous pourrez jouer quand vous voulez lors de votre tour. Deuxièmement, les cartes intrigues combat, que vous pourrez jouer lors de la phase de combat. Et enfin, les cartes intrigues fin de partie, qui se joueront en fin de partie. Donc, chacun son tour, les joueurs pourront déployer un agent. Si un joueur ne peut plus déployer d'agent ou ne le souhaite plus, il peut jouer sa phase de révélation. La phase de révélation, c'est que vous allez prendre toutes les cartes qu'il vous reste en main et vous allez les révéler. Et cette fois-ci, vous n'allez pas appliquer l'effet duo comme pendant la phase de déploiement des agents, vous allez jouer la ligne du bas, l'effet du bas, qui correspond à l'effet de révélation. Vous allez voir que principalement au début, ça vous donne de l'influence, donc cette icône-là, ou de la force de frappe. Bon, l'influence vous permet d'acheter des cartes du marché. Une fois que vous avez acheté une carte, elle rejoint directement votre zone de défausse et elle est immédiatement remplacée par une autre carte. S'il vous reste assez d'influence, vous pouvez évidemment l'acheter ou acheter une autre carte du marché. Attention, s'il vous reste de l'influence, celle-ci ne sera pas reportée au tour suivant. Elle ne sera donc pas stockée. Maintenant, voyons les petites épées. Pour chaque épée qui sera révélée ou jouée, vous allez pouvoir augmenter de 1 dans la piste de combat. Attention, les épées améliorent votre force de combat. Si vous n'avez pas de troupes en combat, les épées ne serviront à rien. Et on est d'accord, la phase de révélation a lieu dès que vous ne pouvez plus ou ne voulez plus faire de tour agent, même si d'autres joueurs continuent à faire des tours agents. Dernière icône que je ne vous ai pas expliquée, c'est l'icône chevalière. Cette icône est présente sur une de vos cartes de départ. Une fois que vous le jouez, il vous permet simplement d'activer votre effet unique de dirigeant. Vous retrouverez également d'autres symboles bien sûr sur les cartes que vous allez acheter qui vont se combiner. Vous allez les comprendre assez rapidement et si ce n'est pas le cas, je vous invite à lire l'index du jeu. Passons maintenant à la phase combat. La phase combat a lieu une fois que tous les joueurs ont terminé la phase révélation. A son tour, chaque joueur pourra, s'il le souhaite, jouer une ou plusieurs cartes intrigue combat ou passer. Passer n'est pas une action définitive. Si un joueur après lui joue une carte intrigue combat, il pourra également jouer une carte intrigue combat à son tour. La seule condition pour que le combat s'arrête est que tous les joueurs passent successivement. Par exemple, le premier joueur décide de passer, le second joueur décide de passer, le troisième joueur met une carte intrigue. De nouveau au premier joueur, il peut décider de mettre une carte intrigue à son tour. Tout le monde a passé, on résout le conflit.
Pour résoudre le conflit, le joueur qui a la plus grande force récupère la première récompense. Le second joueur avec la plus grande force récupère la seconde récompense. Et uniquement à 4 joueurs, le troisième joueur avec le plus de force récupère la troisième récompense. Maintenant, en cas d'égalité, les joueurs ne vont pas gagner la récompense associée. Ils vont gagner la récompense inférieure. C'est-à-dire que si 2 joueurs se partagent la première place, ils gagneront la deuxième récompense. Et du coup, la deuxième place gagnera la troisième récompense. Si 2 joueurs se partagent la deuxième récompense, ils gagneront la troisième. Et si 2 joueurs se partagent la troisième récompense, ils gagneront aucune récompense. Maintenant, la phase des faiseurs. Vous regardez sur la grande étendue, le bassin d'Aga et le bassin impérial, où on peut retrouver l'icône faiseur, si un agent est présent. Si aucun agent est présent sur un de ces lieux, on va rajouter un d'épice sur la carte. Le prochain agent qui sera déployé sur ce lieu récupérera la totalité de l'épice. Donc, la production de la case plus le bonus. Cinquième et dernière phase du jeu, le rappel. On va commencer par voir si une des 2 conditions de fin de partie est accomplie. Si c'est le cas, on met fin à la partie et les joueurs vont pouvoir révéler leur carte intrigue fin de partie. Si ce n'est pas le cas, on passe au tour suivant. Les joueurs récupèrent leurs différents agents. On remet le manta sur son emplacement s'il n'y est pas déjà. Et on passe le marqueur premier joueur au joueur suivant dans le sens horaire. Enfin, mon avis sur Dune. Alors déjà, je ne pensais pas que le côté deck building serait aussi marqué. J'aime énormément ça, le deck building, et je trouve que dans Dune, il est très fort. C'est-à-dire que vous allez très vite acheter des cartes, et vous allez très vite piocher vos cartes et activer leurs effets. Si vous vous débrouillez bien, vous allez piocher plus de cartes, détruire des anciennes cartes du jeu qui ne vous servent plus à rien, pouvoir aller dans plus de lieux, pouvoir aller plus sur les pistes d'influence grâce à votre nouvelle carte, faire plus d'effets et compoter grâce à ça. Ça tabasse. Deuxième chose que j'aime énormément chez Dune, c'est cette espèce de tension permanente qu'il y a sur les zones d'eau, les zones d'épices, les zones d'influence, selon comment vous répartissez entre les joueurs. Soit vous vous battez à plusieurs sur la même zone d'influence pour X raisons, soit vous vous répartissez sur l'ensemble des zones d'influence. Par contre, vous allez en permanence être tendu. Pourquoi ? Parce que les conflits rapportent énormément de points de victoire, les zones d'influence rapportent énormément de points de victoire, et tout ça, ça coûte de l'épice, et tout ça, ça coûte de l'eau. Et les lieux qui rapportent de l'eau et de l'épice, il n'y en a pas tant que ça. Et enfin, la zone de conflit. Ici, ça tabasse. Et grâce aux cartes intrigues, vous allez en permanence pouvoir mettre des coups de pression aux autres joueurs. Et vous allez pouvoir bluffer. Ils ne savent pas ce que vous avez en main. Si vous avez une carte complot qui vous donne 2 dos, le joueur, il ne sait pas si vous n'avez pas 5 épées en plus. Donc il va hésiter, lui, à aller plus fort au combat. Il ne sait pas si ce combat est plus important pour lui, celui-là, que le prochain. Voilà. Il y a en permanence une sorte de pression que j'ai retrouvée essentiellement chez des jeux de Cole Wehrle. Donc Root, Pax Pamir, House. C'est, voilà, pour moi, on est sur une sorte de tension permanente dans le jeu, qui se rapproche de cette sensation que j'ai vécue dans ces jeux-là. Et pour ça, j'aime beaucoup Dune. Bref, Dune, ça tabasse grave. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Allez, ciao dans les tanières.